Bonjour, bonjour à toutes, bonjour mesdames. Je vais vous parler aujourd'hui d'auto-entrepreneuriat et d'autonomie financière. En vous disant bien un gros lancez-vous mesdames. Alors je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs et auteure du livre qui est ici, que vous trouvez, qui vient juste de sortir pour sa 2e édition la semaine dernière. Donc auto-entrepreneur, lancez-vous. Donc si vous êtes ici, j'imagine que vous avez une petite idée qui sommeille quelque part, un projet, une envie de changer les choses, salon de la reconversion professionnelle à Bordeaux. Ça veut dire que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer bientôt. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer et de vous parler de ce que vous pouvez faire avec ce dispositif qu'est l'auto-entrepreneur. Donc on va faire juste une petite présentation de l'Union des auto-entrepreneurs. L'Union des auto-entrepreneurs, c'est une association nationale dont le siège est basé à Paris, mais qui circule à travers la France, enfin qui recircule de manière présentielle, enfin, mais qui circule aussi de manière digitale. Donc elle a été créée au début du régime de l'auto-entrepreneur, à sa naissance, puisque elle a été fondée, cette association, et elle est présidée par François Hurel, qui est l'initiateur de ce régime, en fait, de l'auto-entrepreneur, puisque lui, dans les années 2007 et 2008, il est parti voir ce qui se faisait dans d'autres pays comme le Canada, l'Argentine ou l'Australie. Et il est allé faire un travail de repérage pour voir ce qui existait comme dispositif intelligent sur lequel on pouvait s'appuyer dans d'autres pays en faveur de ce travail indépendant ouvert au plus grand nombre de gens, accessible au plus grand nombre de gens. Donc il a ramené de certains pays certains dispositifs intéressants, il a mélangé tout ça dans sa marmite, comme il dit, et il en a sorti le régime de l'auto-entrepreneur. Donc aujourd'hui, cette association, elle a comme mission d'informer, elle a beaucoup informé, elle a comme mission de former aussi, elle a comme mission d'accompagner. Depuis l'émergence d'une idée dans sa tête, pour construire un petit peu ce projet, jusqu'à l'installation, jusqu'à l'accompagnement pendant l'installation, pendant la gestion de son auto-entreprise, jusqu'à un potentiel développement. Donc voilà, vous avez une structure qui est là pour vous avec une équipe. Vous voyez quelques membres de l'équipe, alors en marinière souvent, parce que c'est un équipage en fait qui est là pour accompagner. Et l'équipe de l'UAE, elle est constituée de bénévoles qui sont tous auto-entrepreneurs, ou maintenant d'ailleurs depuis 13 ans, il y en a certains qui ont grandi et qui sont en entreprise classique. Voilà. En tout cas, ce sont des entrepreneurs qui parlent à des futurs entrepreneurs ou à des auto-entrepreneurs que vous allez devenir peut-être, et je vous le souhaite. Donc de cette enquête qu'a menée François Hurel dans ces différents pays, il a ramené de certains pays le fait que ce soit cumulable avec d'autres statuts, ce régime de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que vous pouvez l'exercer tout en étant salarié, tout en étant étudiant, tout en étant retraité, tout en étant fonctionnaire. Vous pouvez aussi, alors la simplicité d'inscription est quand même ce qui a révolutionné l'entrepreneuriat dans notre pays, parce que créer une entreprise, c'est pas simple dans le format qui existait avant 2009, et donc ça a permis de déclarer cette activité, de la créer en ligne, un formulaire à remplir en ligne. C'était très nouveau en 2009. Ça reste encore novateur aujourd'hui, même si aujourd'hui la dématérialisation se met en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé profondément les choses et permis l'accessibilité. Donc universel et accessible à tous, puisqu'on peut créer, donc à partir de 16 ans, on peut créer son auto-entreprise en étant émancipé évidemment par les parents, mais en tout cas on peut créer jusqu'à pas d'âge. Je crois que la personne la plus âgée dans nos inscrits à l'UAE, puisqu'on a près de 450 000 inscrits, doit avoir 80 ans et a créé il n'y a pas si longtemps. Donc tout est possible toujours. Créer son activité sous ce régime, ou sous un autre régime, mais sous ce régime en particulier, ça veut dire qu'on va devenir auto-entrepreneur. C'est-à-dire souvent, vous avez été salarié, vous avez eu des expériences uniquement de salarié, ça sera votre première expérience d'indépendance. Ce qui veut dire que c'est une prise d'autonomie qu'il faut pour être indépendant. Il faut gagner en autonomie, parce que c'est vous qui allez fixer vos horaires, qui allez travailler avec vos outils de travail, qui allez fixer vos prestations, qui allez y mettre vos valeurs. Alors pourquoi particulièrement, j'ai envie de dire, autonomie financière aux femmes? Parce que depuis hier matin, et sur tous les salons de la reconversion sur lesquels l'UAE peut être présente, ou au travers des conférences, d'abord, mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses à créer,
surtout particulièrement depuis la pandémie que l'on a traversée, et qu'il y a un gros souci de sous-estime de soi, qu'on ne rencontre pas chez ces messieurs. Donc, plus rarement. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous allez mettre des compétences, un savoir-faire, un produit sur le marché, vous allez offrir des services. Il est normal de les tarifer, il est normal de les vendre au bon prix. Il ne faut pas se sous-estimer, vous êtes légitime. Juste ce mot qui résonne dans votre tête quand vous préparez votre projet, vous êtes légitime. Et soyez fiers de ce que vous faites, soyez enthousiaste dans ce que vous allez faire, mais surtout comprenez comment tout fonctionne, de telle sorte que vous n'ayez pas d'angoisse et de peur et que vous essayez de couvrir le maximum des incertitudes qui demeurent et qui existent cependant, mais plus vous serez préparé, et mieux ce sera. Alors plus vous serez préparé, ça ne veut pas dire aller jusqu'à la perfection non plus. Parce que si on attend d'atteindre la perfection, jamais vous ne créez. Donc il faut véritablement se donner les moyens de comprendre et d'être rassuré dans ce qu'on va faire, mais pas d'atteindre forcément la perfection. Alors, souvent, j'ai l'habitude de dire que quand on était petite, ça commençait toujours par « il était une fois » et on nous raconte un conte de fées. Bon. C'est vrai que chez les garçons, on le raconte beaucoup moins. Eux, ils sont courageux, vaillants, il ne faut pas qu'ils pleurent. Hein, voilà. Sauf que nous, les filles, on n'a pas eu ce genre d'éducation et c'est plutôt « il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas faire trop de bruit, puis il faut être bien... » les cheveux bien droits, d'ailleurs, vous voyez, moi, ils ne sont pas droits du tout. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de certitude. Moi, depuis hier, je vois arriver sur les stands. Hein. Et alors, vous arrivez à 2 mètres de la chaise. Mais allez-y, asseyez-vous. Ayez vraiment cette confiance, il faut la gagner. Et quand on entreprend, bah, c'est important de se donner la confiance. Et vous pouvez le faire. Combien m'ont dit « oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais allez-y, essayez. L'avantage de l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous ne décaissez pas de cotisations sociales tant que vous n'avez pas encaissé. Il n'y a pas de risque majeur. Vous pouvez tester, vous pouvez y aller à titre de test et prendre votre envol après. Mais au moins, il faut vous donner les moyens de pouvoir le faire. Oula, ma spirale, elle est un peu déformée. Mais enfin, vous voyez, en fait, il y a 4 grandes étapes. En fait, ça, c'est l'outil de travail de l'UAE, cette jolie spirale un peu qui est un peu le symbole de l'infini, presque. Alors, si vous êtes là, vous en êtes au début, vous voyez, dans la partie « s'informer ». Donc, vous avez besoin de prendre de l'information. L'essentiel étant de ne pas prendre tout et n'importe quoi comme information. Alors, premier point d'ordre, les URL sur lesquelles vous allez sur Internet, regardez bien où vous êtes. Faites bien attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de sites qui surfent sur cette vague un peu d'engouement parce qu'il y a beaucoup de gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3500 personnes par jour depuis 1 an. Tous les jours, 3500 personnes s'inscrivent en auto-entrepreneur. Il y a 1 million d'entreprises qui ont été créées l'année dernière en France, dont les 2/3 en auto-entrepreneur. Donc surtout, prenez soin d'organiser cette information, de savoir où vous allez, de repérer les sites institutionnels, les sites importants, de ne pas les rechercher à chaque fois, de tenir une sorte de... Alors, on fait tous des playlists de musique, hein, ça on sait tous, je pense que tout le monde ici sait faire. Et bien c'est la même chose. Faites la playlist des sites, des lieux où vous devez retrouver l'information. Au lieu de la rechercher à chaque fois, c'est quand même marrant, on fait ça pour la musique, mais pour des choses un peu plus sérieuses. Et faites-le, pensez à faire ça, une playlist. Et comme ça, vous n'aurez pas de mal à retrouver le site des URSSAF, le site des impôts, le site de l'Union des auto-entrepreneurs, tous les sites ressources. Après, une fois qu'on s'est informé, on a lu des bouquins, on lit des magazines, pensez à la presse professionnelle aussi. Vous avez un magazine comme Rebondir, alors dans lequel j'ai choisi d'écrire et qui est la rubrique « Je monte ma boîte ». Ce magazine Rebondir, ça fait 30 ans qu'il existe. Moi, la première fois que je l'ai acheté, j'étais assise à votre place. Enfin, il n'y avait pas de conférence et il n'y avait pas autant d'informations. Mais suite à une filière économique rompue, je me suis retrouvée chômage et effectivement pas savoir vers quoi aller. Et ce magazine, c'était le support. Il n'y avait pas grand-chose comme information. Et ce magazine, il vous donne des clés, des tas d'infos. Magazine qu'on trouve en kiosque. Et c'est un véritable outil de travail. Il faut s'entourer des choses, des outils et des personnes qui peuvent vous accompagner. Et ensuite, c'est comprendre. Alors, comprendre, à l'UAE, on a décidé suite à cette pandémie, de renforcer la formation.
C'est-à-dire de permettre que tout le monde ait un socle de connaissances déjà sur le régime de l'auto-entrepreneur. Parce qu'on entend des tas de questions. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est quoi les cotisations? Comment ça marche? Alors, on donne des informations, mais ça rentre là, puis ça sort là. Il n'y a pas d'apprentissage. Les gens n'apprennent pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, maintenant, quand vous adhérez à l'UAE, immédiatement, vous avez des dates de session et vous avez une formation de 3 heures qui est offerte, qui est une formation professionnelle au CPF. Vous pouvez souscrire au CPF, mais enfin, elle est offerte dans le cadre de l'UAE. Donc, ça vous permet de bien comprendre le volet social, le sujet des fiscales, des impôts, tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, d'avoir la connaissance. Comme le vélo, une fois que vous avez appris, vous savez faire. Il n'y aura plus besoin d'y revenir. Vous aurez appris et compris comment ça marche. Ce matin, j'ai reçu une prof de piano et on parlait de solfège. Et ben, c'est pareil. C'est pour arriver à jouer un morceau, si vous n'avez pas le solfège, ça va être un peu plus difficile. En fait, voilà, il faut que vous compreniez que c'est les bases de la connaissance de ce régime qui, même s'il est simple, il vient vous chercher dans des vocabulaires et des domaines économiques, fiscaux et sociaux que vous n'avez pas forcément connus quand vous étiez salarié. Il y a un autre domaine aussi qui est pas facile à comprendre quand on sort du salariat parce que c'est l'employeur qui s'occupait de tout, c'est la protection. C'est-à-dire que demain, quand vous êtes salarié, vous avez un problème de santé, vous êtes hospitalisé 6 mois, le service il continuera à tourner. Votre employeur prendra quelqu'un d'autre, vous serez hospitalisé, mais vous aurez ce qu'on appelle une indemnité journalière par la sécurité sociale sur votre compte. Quand on est indépendant, il faut savoir de combien est cette indemnité journalière. Quand on est salarié, on a la prévoyance aussi qui vient, c'est-à-dire c'est le revenu de remplacement qui vient s'accoler à ce que la sécurité sociale vous donne. Et quand on est indépendant, il faut le construire. On va vendre ces services, mais dans les services que l'on vend, on doit incorporer des frais qui sont notamment ceux-là, les frais de la protection, du revenu. Qu'on ait un revenu de remplacement de telle sorte que demain, vous avez démarré votre activité, dans 6 mois, il vous arrive un pépin, vous ne pouvez plus travailler, temporairement, mais vous ne pouvez plus travailler. Au moins, sur votre compte en banque, vous avez un revenu de remplacement qui vous permet de poursuivre de manière linéaire, de vous soigner tranquillement et de reprendre votre activité. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi comprendre qu'il y a la protection de votre activité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, parce que quand vous vous engagez à proposer un service sur le marché ou un produit, vous en êtes responsable. Donc si vous faites du commerce et que par exemple le colis n'arrive pas à votre client, c'est perdu. Il faut que vous soyez couvert, vous, parce que votre client, il aura payé, donc il va falloir que vous le remboursiez, mais vous, ça va vous pénaliser aussi. Vous pouvez aussi faire une faute, un défaut de conseil, un défaut, une traductrice peut faire un contresens terrible sur le site d'un client qui va lui porter préjudice. Ça vous a pas échappé qu'on est dans une société où quand même souvent on essaye de, voilà, il y a des procédures qui se lancent, donc il faut éviter ça. Pour éviter ça, il faut être protégé, assuré. On pourra pas couvrir tous les risques, mais ceux qu'on peut couvrir, il faut le faire. Alors souvent on me dit ah oui mais c'est cher les assurances. C'est cher par rapport à quoi? Vous avez vu, vous avez tous des iPhones, les derniers smartphones, donc c'est cher par rapport à quoi en fait? Et la solution c'est d'abord c'est pas si cher que ça, et c'est d'identifier avec l'assureur ce que vous faites au quotidien et quel risque de sinistre vous portez. Et c'est ça qui va faire que ça va, par exemple, pour une activité intellectuelle, si vous êtes consultante, voilà, par exemple, là, ça va être entre 10 et 15 euros par mois, un truc comme ça, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à définir, c'est la case suivante, définir ce que vous allez vendre, à quel prix vous allez le vendre. Il va falloir faire, est-ce que vous vendez au forfait? Est-ce que vous vendez votre prix à l'heure? Est-ce que vous vendez à la journée? Est-ce que vous vendez par abonnement? Est-ce que vous faites des cartes cadeaux? Est-ce que vous faites des récurrences, des points de fidélité? Comment vous allez vendre en fait ces services? Donc ce que vous allez vendre. Et ça, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez défini ce que vous alliez vendre, à quel prix, combien il faut que vous en vendiez pour arriver à sortir le revenu? Et là, on va parler d'autonomie financière. Quand on commence ce parcours-là, il faudrait en haut avoir une case avec « Voilà le revenu dont j'ai besoin sur mon compte en banque net pour moi à l'année. Je veux pouvoir générer, il y en a, ça va être 5 000, d'autres ça va être 10 000, d'autres ça va être 20 000, d'autres ça va être 30 000. Il faut définir la fourchette. Et c'est à partir de là que toute cette boucle, vous allez construire le parcours. L'idée, c'est pas, on ne crée pas une entreprise pour faire joli, on crée une entreprise pour en tirer un revenu. La case verte à la...
encaisser et après se verser la rémunération de son travail. Donc du coup, une fois que vous avez défini ce que vous allez vendre, le bon prix qui va comprendre les petits frais fixes dont vous avez besoin, tels que l'assurance, votre site web, enfin les frais fixes, ce qu'on appelle les choses que vous devrez payer même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, eh bien vous allez cibler vers qui vous allez vendre, parce que tout le monde ne va pas vouloir acheter vos services. Enfin, c'est rare qu'on concerne tout le monde. Vous pouvez essayer d'envoyer 5000 mails, hein. Il y en a qui achètent des fichiers mail, mais ça ne marche plus, ça. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché d'ailleurs. Mais c'est plutôt ciblé. Alors à l'UAE, vous trouverez sur le site, par exemple, on a un partenariat avec la Poste, il y a un outil qui s'appelle des clients dans mon magasin. C'est un petit outil, on a travaillé avec les services de la Poste pour que ça soit facile à utiliser. Et vous pouvez aller voir, tiens, dans le quartier ici, est-ce que, je ne sais pas si votre clientèle, c'est par exemple des femmes médecins. Vous allez vendre vos services à des femmes médecins. Vous allez trouver la liste des adresses, etc. Vous faites votre message, vous en essayez 20, vous envoyez 20. La Poste s'occupe de mettre sous pli, vous ne faites rien, vous mettez votre PDF, vous payez les quelques euros de location de ces adresses et d'affranchissement, et vous allez rappeler derrière, et vous allez voir si votre message il est correct, s'il y a des questions encore. Et petit par petit, et vous allez grossir ensuite vos envois, et quand ça vous rapporte un contrat, vous continuez et vous reprenez. Et la prospection, cibler ses clients, savoir où on va les chercher, comment on les atteint, et les prospecter surtout, régulièrement. Et là, à partir de là, quand vous avez fait ce petit chemin, là, vous pouvez créer votre entreprise et déclarer votre activité et recevoir votre numéro SIRET. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ayant déposé leur numéro SIRET, ça y est, l'affaire est faite, hein, ça y est, je suis entrepreneur. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire la moitié de la spirale avant de créer et de déposer son SIRET. Bon, si on l'a fait avant, ce n'est pas dramatique, on peut le faire quand même après. Mais tout ça, c'est pour dire que par exemple, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous pouvez bénéficier, si vous êtes par exemple demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier d'une aide à la création d'entreprise qui est une réduction de moitié des cotisations sociales. Et ça, c'est que 4 trimestres. Donc si vous la créez aujourd'hui et que vous faites la partie de préparation et que vous allez commencer à facturer dans 6 mois, vous aurez perdu 2 trimestres en fait d'exonération. Un peu dommage. Bon. Après, il ne faut pas courir qu'après les aides. Quand vous faites vos prix, même si vous avez une réduction ou une aide, vous calculez vos prix à partir des taux pleins, jamais à partir des aides. Ça fera un surplus de trésorerie, ça vous permettra, par exemple, d'aller prospecter, de mettre un peu de sous dans la prospection. Et une fois que vous avez fait tout ce travail, vous savez ce que vous vendez, à qui vous allez le vendre, vous vous êtes protégé, vous avez déclaré votre activité, puis là, vous pouvez communiquer. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire un site web. Beaucoup commencent par le site web. Il est très beau, hein, mais il n'y a rien dedans. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut véritablement savoir ce qu'on va y mettre dedans. Mais c'est très pragmatique. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir faire le site, créer vos réseaux sociaux pour vendre par les réseaux, avoir une démarche envers des prescripteurs peut-être qui va peut-être complémentairement à moi être en capacité de proposer mes services sur le territoire. Par exemple, je ne sais pas si vous faites une activité hypnothérapeute, par exemple. Il y a peut-être des infirmières, il y a peut-être des kinés, il y a peut-être tout un tas d'autres professionnels à rencontrer, faire savoir ce que vous faites, et eux vont prescrire parce que vous vous êtes rencontrés, parce que vous avez échangé. Ça, c'est ce qu'on appelle le réseau. Alors moi, j'aime mieux le réseau que le networking, hein, mais bon, le mot français est plus simple. Mais c'est aller rencontrer d'autres professionnels pour faire savoir ce que vous faites. Parce que vous aurez beau avoir la meilleure idée du monde, si vous ne la faites pas savoir, personne ne saura que vous exercez ça. Et donc vendre, ça veut dire garder son indépendance. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire on commence toujours par un client, hein, il y en a toujours un premier, mais il ne faut pas qu'il reste le seul. Il ne faut pas tomber dans la relation dominante d'un client. Parce que si votre chiffre d'affaires dépend d'un client, et on l'a vu pendant la pandémie, beaucoup se sont dit, la belle affaire, j'ai mon gros client, il me fait travailler, j'ai à peu près j'ai presque le chiffre d'affaires que je m'étais visé, mais sauf que quand le client rompt le contrat, il n'y a plus rien. Donc ne pas rester dans cette relation dominante d'un client. Il faut diversifier et ses clients, et ses types de clientèle, et ses offres. Et ça, c'est tout le temps. De toute façon, ça va vous habiter la nuit, ça va vous réveiller, et il y a toujours un truc pour écrire à côté, parce que ça va devenir quelque chose, c'est vous allez le porter, ce projet. Et donc, ça veut dire que vous allez le faire vivre, le faire évoluer. On est dans un monde qui quand même évolue et très incertain. Donc vous, il va falloir que vous vous adaptiez. Restez toujours en veille
faites une veille aussi auprès de la concurrence, regardez ce que font les autres, et faites une veille auprès aussi des réglementations qui pourraient influer sur votre activité. Donc ça, c'est important d'avoir ce regard toujours. Un changement de réglementation peut être une opportunité à saisir pour développer quelque chose en lien avec une nouvelle réglementation envers des consommateurs, par exemple. Alors, je donne l'exemple des parasols chauffants. Quand il y a eu les parasols chauffants, alors là, ils se sont jetés dessus, ils n'ont fait que des parasols chauffants. Alors très bien, hein, ça a bien marché, mais ils n'ont pas diversifié. Il y a des communes où, aujourd'hui, par rapport à la démarche du respect du climat, etc., on supprime les parasols chauffants. Si demain, il n'y a plus de parasols chauffants, la réglementation tombe, ils n'ont plus de chiffre d'affaires. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail constant de cette spirale, de dire je vais rajouter une offre, si je fais des parasols chauffants, je peux faire autre chose peut-être. Et c'est ça en fait, il ne faut pas se mettre de limites et il faut ouvrir. J'ai par exemple un exemple d'une prof d'anglais. La prof d'anglais, elle me dit moi je ne ferai jamais de commerce, c'est du libéral, je ne fais que enseigner. Je dis oui mais vous pourriez peut-être, pourquoi pas, vous êtes prof d'anglais, vous pourriez peut-être créer des mugs avec un mantra en anglais, le logo de votre structure, téléphone, et puis ça peut être vos élèves qui vont effectivement l'acheter, mais qui vont peut-être en acheter pour leurs copines, leurs copains, etc. En fait, finalement, elle m'a écoutée. Aujourd'hui, elle a une part de son chiffre d'affaires qui est dans la vente de mugs, parce qu'elle, du coup, elle s'est éclatée à créer des mugs un peu plus, voilà. Et puis du coup, ça lui crée un domaine en fait de chalandise beaucoup plus large, avec la visio notamment. Maintenant, elle a des clients. Pas que ici, elle est basée à Biarritz. Elle n'a pas que des clients à Biarritz, elle en a partout maintenant. Donc, elle a développé. Et aujourd'hui, elle est en société, elle a des salariés. Voilà, c'est QFD. Il ne faut pas se mettre de limitants. Et le régime de l'auto-entrepreneur permet ça. On peut avoir des activités mixtes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, pas 36. 2, c'est raisonnable. Parce qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres non plus. Mais une activité principale et puis une autre activité. Et une fois qu'on a dit ça, il faut facturer parce qu'on a vendu, on a travaillé, on a vendu au bon prix, ça s'est bien passé. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir, avant, pensé dans votre préparation, comment je fais mes factures. On arrive vers la facture dématérialisée bientôt, la facture électronique. Donc, tout est dématérialisé maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu se pencher sur le sujet et avoir un outil de facture avec les factures qui sont faites aux bonnes normes. Mais surtout, savoir comment je la fais, ma facture. Et pas s'intéresser à comment je fais la facture le jour où il faut la faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez pour des entreprises, il y a des process en fait de création de facture. Il faut mettre le numéro du bon de commande. Il y en a d'autres, il faut mettre le numéro de régate. L'autre, il faut mettre le numéro. Ils ont tous des petits noms. Donc en fait, c'est un nom qui correspond à la commande qui a été validée au préalable par le service de l'entreprise. Si vous vous intéressez le jour où vous faites la facture, d'abord vous allez envoyer une facture comme ça. On va vous la rejeter. Donc 15 jours plus tard, vous allez avoir le service qui va dire « Ah mais non, on ne peut pas la traiter ». Donc, vous allez refaire une facture. Là, vous allez contacter le service comptable que vous n'allez pas joindre. Et donc, ça veut dire que vous allez mettre un temps fou avant de pouvoir sortir cette facture dans les bonnes normes. Donc, ça veut dire que quand vous contractez avec une entreprise, il faut s'intéresser au moment où le devis est signé, où la prestation est accordée, avant même de la démarrer. Il faut dire, est-ce que je peux juste savoir comment on procède pour les factures, comment elle doit être rédigée, est-ce qu'il y a un numéro à préciser, à quelle adresse on envoie cette facture. Souvent, c'est pas la même adresse que le mail, je parle, que le service que vous avez eu en relation client. C'est souvent un truc dématérialisé, ou d'ailleurs, on ne doit envoyer que le PDF de la facture. Si vous écrivez « Bonjour, voici ma facture », le mail n'est pas traité. Donc l'intérêt quand on travaille, comme ça quand on est indépendant, c'est d'être payé le plus rapidement possible après avoir exécuté sa mission. C'est pas de vous transformer en agent de recouvrement. Donc ça veut dire que plus vous aurez mis les choses au clair au départ, vous savez où vous en êtes, et donc vous allez pouvoir envoyer la facture, encaisser, et encaisser pareil. Il y a des tas de solutions maintenant extraordinaires. Alors il y a les boîtiers pour se faire payer par carte bleue, mais il y a aussi les liens qu'on met sur la facture. Vous envoyez ça à votre client, il clique sur le lien, il met son numéro de carte bleue, c'est réglé. Plus vous allez faciliter la démarche du client pour payer, en plus vous allez être moderne, équipé, professionnel, avec des nouveaux outils technologiques, et donc vous allez pouvoir faire ça. Et donc à la fin, vous encaissez. Et donc si vous regardez les 4 grands axes, c'est 1, avoir confiance en soi, ça c'est hyper important et primordial pour les femmes. 2, avoir confiance en son offre. 3, ça vous permet de bien vendre. Et puis à la fin, ça vous permet d'acquérir votre autonomie parce que vous allez encaisser du chiffre d'affaires et générer des revenus. Voilà pour ma petite spirale.
Alors, in fine, à l'UAE, vous adhérez, c'est 49 € l'année. Vous avez donc cette formation incluse de 3 heures sur l'auto-entrepreneuriat qui vous permet de comprendre les détails. Là, je ne me suis pas attelée à vous expliquer le fiscal et le social parce qu'on ne peut pas le faire en 30 minutes. En fait, il faut 3 heures. Et donc, vous avez cette formation. Donc, tout de suite, dès que vous adhérez, vous avez un lien. Vous choisissez votre date de session, vous vous inscrivez et on se retrouve à la formation. Et puis, vous aurez un rendez-vous mensuel en visio et puis tout un tas d'autres choses qui sont en train d'être construites. Mais on a besoin de vous, en fait, pour les construire, pour savoir ce dont vous avez besoin. Et pour vous donner un aperçu, la plus grosse demande qui est faite par l'essentiel des gens qui créent en ce moment et qui sont des femmes, c'est comment je fais pour défendre mon prix? Comment je fais pour vendre, en fait? Donc ça, c'est vraiment un gros souci quand même. Alors il va falloir, on va vous coacher un peu là, pour que vous arriviez à être fier de ce que vous faites, vous sentir légitime et vendre. Parce que c'est ça aussi pour acquérir son autonomie financière. Et puis on a aussi pour la partie droits sociaux, notamment pour beaucoup d'entre vous qui partez d'entreprise, dans des conditions parfois un peu complexes. Donc on a un partenariat avec l'association Union Indépendant qui a été créée à notre initiative et celle de la CFDT. Donc la CFDT, on est le membre fondateur, nous on est le partenaire privilégié, et donc en fait ça vous permet d'avoir aussi en étant adhérent, si vous avez besoin de l'activer, vous êtes automatiquement adhérent. Si vous avez un besoin de défendre vos droits sociaux, à ce moment-là on vous accompagne. On accompagne d'ailleurs pas mal de femmes sur ce sujet pour savoir quels sont leurs droits avant de partir d'une entreprise notamment, ou dans des cas de complexité de droits sociaux. Voilà, tout ça, vous retrouvez ça sur le site. Est-ce que j'ai le temps pour des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça c'est un joli mythe, le fait de pouvoir défalquer des frais. Ça, c'est quand vous êtes en entreprise individuelle classique, ça se passe sur la feuille d'impôt. En auto-entrepreneur, vous avez un abattement fiscal, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, imaginons vous avez fait 10 000 € de chiffre d'affaires, ce que retiendra l'administration fiscale pour les impôts sur le revenu, ça ne sera pas 10 000. Ça sera 10 000 moins. Alors si vous êtes par exemple consultante, il y aura un abattement de 34%. Donc en fait, l'administration considérera que votre revenu restant, c'est 6 600. Et dans ces 34%, il y a les 22% de cotisation sociale pour votre protection sociale. Et il y a environ 12% qui correspondent à un abattement de frais professionnels, donc qui correspondent à des frais que vous pouvez avoir. En fait, c'est déjà récupéré finalement en quelque sorte, de manière forfaitaire. Et si vous faites du commerce, c'est 71% d'abattement. Et si vous êtes en prestation artisanale, c'est 50% d'abattement. Parce qu'évidemment, en commerce, on achète des matières, donc forcément, il y a beaucoup plus de frais. D'autres questions? Alors, vous avez dû, je ne sais pas s'il y en avait assez, mais vous avez les documents. Surtout, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre, on sera ravis de vous accompagner sur ce parcours où que vous en soyez. Puis là, on est présent sur le stand dans le pôle création d'entreprise. Voilà, mesdames. Je vous en prie et bon envol à vous toutes. Allez-y, osez, foncez, lancez-vous et ne vous laissez pas décourager par les âmes toxiques, on dirait. Hein? Quoi, vous ne serez pas capable, vous ne savez pas remplir un formulaire, on va vous faire payer pour que vous remplissiez le formulaire parce que vous n'êtes pas capable. Non, ça ne marche plus maintenant, c'est terminé. Voilà. À bientôt.